Eh bien, bonsoir, bienvenue dans Bouge la France. Vous savez, nous sommes en direct sur Public Sénat avec ce soir encore un sommaire tout à fait roboratif. Vous allez le constater. D'abord, on va parler d'Europe. L'Europe qui retient son souffle ce soir. Vous le savez, l'Irlande a quasiment voté à l'heure où je vous parle. Oui ou non, on ne sait pas. On saura demain à midi pour savoir si les Irlandais ont approuvé ou pas donc ce fameux traité simplifié, ce fameux traité de Lisbonne. Nous y reviendrons bien sûr sur ce dossier très important pour l'avenir européen et l'avenir de la France avec nos invités, l'ancienne ministre des Affaires européennes, Noëlle Lenoir, Fabien Cazenave des Jeunes Européens de France et Daniel Sirera, chargé des questions européennes au Parti communiste. Et puis on parlera d'histoire, ou plus exactement des petites histoires que vous avez vécues dans la grande histoire, autour des grands événements. Un site internet vient tout juste d'être créé à cette fin, à cet effet. Et ses créateurs seront avec nous sur le plateau de Bouge la France, ainsi que l'historien Gilles Morin. Et puis vous le savez, nous sommes jeudi, vous en avez l'habitude. Nous aurons la visite de notre chroniqueuse scientifique, Dominique Leglu. Elle nous fera une fois de plus encore rêver de cosmos et d'espace. Il y a là-haut encore des choses qu'on ne connaît pas et elle nous dira très exactement quoi. Il sera l'heure ensuite de notre entretien avec l'un des auteurs de ce livre, Gilles William Goldnagel, qui a coécrit avec Alexandre Adler ses conversations sur des sujets qui fâchent. Et puis bien entendu l'économie, ça c'est Jean-Louis Gombou, immédiatement après le journal. On reparlera de cette volonté des pouvoirs publics français de prendre des parts dans les chantiers navals de l'Atlantique, c'est à Saint-Nazaire. C'est là, vous vous en souvenez, qu'ont été construits le fameux Queen Mary 2, le plus grand paquebot du monde, ou alors, il y a bien plus longtemps, le merveilleux paquebot Le Franc. C'est une vieille histoire déjà. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'information, l'heure du JT. Marie-Laetitia Bourriez. Bonsoir, c'est à vous pour le JT, Marie. Bonsoir Pierre-Henri, bonsoir à tous. 3 millions d'Irlandais tiennent l'avenir de l'Union européenne entre leurs mains. Ils votent aujourd'hui pour ou contre le traité de Lisbonne. Les bureaux de vote devraient fermer d'ici 1 heure, mais les résultats ne seront connus que demain après-midi. Les 2 derniers sondages laissent présager des résultats très serrés. Les Irlandais sont les seuls à se prononcer par référendum. Et si le non l'emporte, le traité ne sera pas appliqué. Écoutez 2 citoyens irlandais à la sortie des urnes. Je pense que ce référendum a été vraiment mal organisé d'un point de vue politique. Le gouvernement a poussé à voter en faveur du traité, mais la majorité des gens que je connais, ma famille, mes amis, ne le comprennent pas. Oui, vraiment, c'est trop complexe. Je pense que c'est pour ça que la campagne en faveur du non a pris de l'ampleur. Je vote oui parce que c'est dans l'intérêt de l'Irlande de voter en faveur du traité. Je pense que ça va mettre fin à la réforme des institutions que l'Union a commencé ces dernières années. Plus de 20 milliards de dollars, c'est l'aide promise aux Afghans pour la reconstruction de leur pays. Aujourd'hui avait lieu à Paris la conférence internationale de soutien à l'Afghanistan. La France a promis de doubler son aide, qui devrait atteindre 107 millions d'euros pour les 3 ans à venir. Cette aide sera concentrée sur les secteurs de l'agriculture et de la santé. Une invitation qui dérange. Le président syrien est convié par Nicolas Sarkozy à la fête nationale du 14 juillet. Cette invitation s'adresse aux 50 chefs d'État qui participent la veille au sommet pour l'Union pour la Méditerranée. Pour certains, la présence de Bachar al-Assad sera symboliquement gênante. Ce soir sur France 2, François Fillon a justifié cette invitation destinée à favoriser la paix au Liban. La Syrie a tenu ses engagements dans le conflit libanais. Nous avons, vous savez, une crise qui depuis 6 mois empêchait l'élection du président de la République libanaise. La France a pris un risque. Elle a dit à la Syrie, si l'élection du président libanais se passe normalement, si vous cessez de l'empêcher, alors les relations entre la France et la Syrie pourront reprendre. Redonner du sens au P de l'UMP, le P de populaire, c'est l'objectif affiché par la convention du parti sur la politique sociale. Aujourd'hui, les troupes de l'Union pour le mouvement populaire étaient réunies à la Mutualité à Paris. Il a beaucoup été question du revenu de solidarité active, attaqué notamment par Patrick Devedjian, Nicolas Béard et Sonia Mabrouk. Martin Hirsch n'en démord pas. Le RSA, revenu de solidarité active, est une solution et non un problème, a-t-il affirmé lors de la convention sociale de l'UMP. Le haut commissaire aux solidarités actives a été obligé de défendre ce RSA qui fait si peur, selon ses mots. Les réticences concernent en premier lieu la population visée par ce dispositif. Il faut que le RSA soit fondé sur le travail et le retour à l'emploi, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit uniquement pour ceux qui sont aux minima sociaux, mais qu'on ait une réflexion qui soit plus large, y compris pour les salariés modestes.
Autre point délicat, le financement du RSA. Il pourrait profiter d'un plafonnement global des niches fiscales. Le plafonnement global, qui peut d'ailleurs se faire en pourcentage du revenu, c'est un système juste et explicable à tout le monde. Vous pouvez avoir des niches fiscales, vous arbitrez entre vos différentes niches fiscales, mais vous êtes plafonné. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne plusieurs millions d'euros ne peut pas payer 0 € d'impôt. Ça, les Français ne l'accepteront pas, et nous, à l'UMP, nous ne l'acceptons pas. L'UMP souhaite un plafonnement global des niches fiscales. Nous sommes à 73 milliards. Bon, voilà, on peut plafonner. Il faut qu'on arrive à cadrer très précisément ce qu'est le RSA. Recadrer le RSA, c'est la volonté de l'UMP, au risque qu'au final, ce dispositif soit différent de celui imaginé par Martin Hirsch. Et ce soir sur France 2, François Fillon a annoncé que le RSA serait mis en place par un texte législatif voté à l'automne par le Parlement. Au Sénat, la tension est toujours vive au sein de la commission des lois. Hier, les sénateurs de l'opposition ont claqué la porte en plein travail sur la réforme des institutions. Depuis, le sénateur UMP Jean-Jacques Hyest tente de défendre son amendement sur le mode de scrutin, l'amendement à l'origine de la crise. Pierre Bonjoseph. J'ai été mal compris, Jean-Jacques Hyest le répète à qui veut l'entendre dans les couloirs du Sénat. Son amendement au projet de loi constitutionnelle ne fiche pas à jamais le mode de scrutin des sénateurs, mais rappelle l'évidence. D'abord, nous représentons les collectivités territoriales, donc notre corps électoral est composé d'élus, puisque nous sommes les élus d'élus. C'est simplement une précision que nous avons apportée, nécessaire compte tenu de toutes les polémiques, pour bien préciser que le corps électoral du Sénat, eh bien, au suffrage indirect, c'est les collectivités locales qui élisent les sénateurs. Et tout l'UMP est derrière lui. Ne changeons pas de mode de scrutin. Nous sommes un pays démocratique majeur. Nous avons modifié le mode de scrutin en 2003. Il y a un rendez-vous en 2014, on fera le point. Si l'amendement Hyest n'interdit pas l'augmentation du nombre de grands électeurs qui faciliterait l'alternance à la Haute Assemblée, il précise que ceux-ci doivent être des élus locaux. Pas de chance pour les socialistes. Si élargissement du corps électoral il y a, ce seront donc des élus de petites communes rurales, majoritairement à droite. Mais au-delà des apparences, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un verrou pour qu'il n'y ait jamais d'alternance au Sénat. Voilà le but de cet amendement. Et voilà pourquoi nous sommes très remontés et nous disons que ce n'est pas possible de dire qu'on veut changer la Constitution, qu'on veut donner plus de pouvoir au Parlement en verrouillant complètement le mode d'élection d'une Assemblée de manière à ce qu'il n'y ait jamais d'alternance. À l'Élysée, on a fait les comptes. Avec les radicaux et les centristes, pas besoin des socialistes pour voter la réforme au Congrès de Versailles. Mais attention, tout calcul comporte une marge d'erreur. La commission des lois a déjà rejeté l'idée d'un référendum obligatoire pour l'entrée de la Turquie dans l'Union, se privant ainsi du vote des souverainistes. Coûteux et surdimensionné, la Commission des finances pointe du doigt le parc immobilier de la Banque de France. Elle détient près d'1 million de mètres carrés occupés, des bureaux, mais aussi des logements qu'elle loue parfois à des prix défiant toute concurrence. Le rapport du sénateur UMP Paul Giraud souligne ces étrangetés. Lise Pressac. C'est peu connu et pourtant la Banque de France ne gère pas que des euros. Elle possède aussi près de 1000 logements avec des loyers à des prix défiant toute concurrence. 11 € par mois le mètre carré en moyenne, dérisoire quand on connaît les prix du marché jusqu'à 150% plus élevés à Paris. Mais fini les privilèges, la Banque de France s'ajuste aux prix actuels, petit à petit. Il faut savoir que la loi et le règlement en France empêchent les propriétaires de relever même des loyers qui sont extraordinairement bas, je dirais dans certains cas abusivement bas. C'est la loi, c'est comme ça. Les heureux locataires, des employés et des retraités de la Banque de France, bien sûr, mais pas seulement. 12% sont des personnes extérieures, mais n'allez pas parler de privilégiés au gouverneur de la Banque de France. Ce sont des locataires extérieurs qui sont venus se loger au prix du marché, mais il n'y a pas de filière particulière. Ce sont effectivement des logements pour lesquels il n'y a aucune raison que la Banque de France se comporte autrement qu'en propriétaire pur, c'est-à-dire qu'elle impose des loyers au niveau du marché à chaque nouvelle rentrée. Et pourquoi ne pas confier ces logements à un gérant extérieur, suggèrent les sénateurs. La Banque de France éviterait ainsi toute suspicion. Certains pensent même qu'elle devrait aller jusqu'à vendre son parc immobilier.
Étaler les épreuves sur 2 ans, c'est ce que proposent dans leur rapport les sénateurs du groupe de travail sur le baccalauréat. Dans la forme actuelle du bac, les lycéens doivent faire leurs preuves en quelques jours après un marathon de révision. Or, les notes attribuées seraient arbitraires. D'après une étude publiée il y a 3 mois, une même copie corrigée par des professeurs différents a obtenu de 6 à 14 sur 20 selon le correcteur. Alexandra Turpin est allée à la rencontre de l'un d'entre eux. Ce stylo rouge va bientôt être source d'inquiétude pour les élèves de terminale. Carole Condat est professeure d'histoire en région parisienne. La semaine prochaine, elle recevra entre 60 et 90 copies. Quand les élèves s'arrachent les cheveux sur un sujet, il arrive que les profs aussi. C'était un dossier documentaire sur la culture jeune. Des années 50 à nos jours. Donc un sujet intéressant, mais qui n'est pas au cœur du programme sur la Ve République, il faut quand même le reconnaître. Et on a tous étaient vraiment en difficulté parce qu'on savait que c'était pas le centre des révisions des élèves. Les candidats craignent toujours les jugements subjectifs. Les jeunes profs suivent d'ailleurs un stage pour apprendre à noter, mais d'après les correcteurs, il n'y aurait pas de place à l'arbitraire. On voit quand même très vite les élèves pour lesquels il y a eu un apprentissage régulier, des leçons. Et c'est vrai que même s'il sera un petit peu hors sujet ou même s'il aura une problématique pas forcément très pertinente, on va quand même valoriser le travail qui a été fourni pendant l'année. Et ça transparaît très vite. En cas de doute, les professeurs peuvent toujours appeler leurs collègues ou encore une permanence téléphonique mise en place pendant la durée de la correction, soit une dizaine de jours. Pour les élèves qui s'estimeraient lésés ou incompris, il est possible de revoir sa copie auprès du rectorat. Le projet de loi sur les chiens dangereux a été adopté définitivement aujourd'hui. Son objectif est de responsabiliser les propriétaires qui devront désormais obtenir un permis de détention. Une formation à l'éducation canine est prévue. En cas d'agression mortelle, les propriétaires risquent désormais 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez Pierre-Henri Gergonne et Jean-Louis Gombeau pour la rubrique économie. L'État français est entré aujourd'hui au capital des chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. Ce soir dans Bouge la France, Jean-Louis Gombeau va tout nous expliquer sur cet accord annoncé par François Fillon. Merci qui? Merci Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. On va parler d'économie alors. Et on va parler d'un véritable coup de théâtre, qui est un petit peu cette volonté du gouvernement français on a appris ça ce matin, de prendre des parts, pas n'importe quoi d'ailleurs, 9%, c'est pas négligeable, dans ces fameux chantiers navals de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Alors, il s'agit de chantiers navals qui ont un propriétaire, il est norvégien, qui lui-même a, j'allais dire, un autre propriétaire qui est, lui, sud-coréen. L'État français essaye de négocier avec ce financier, j'imagine, sud-coréen. Alors, pourquoi cette volonté du gouvernement d'essayer de dealer quelque chose avec cet industriel sud-coréen pour prendre des parts dans ces chantiers qui, il faut le rappeler, ont construit le France, ont construit une partie du Charles de Gaulle, ont construit le Cul-de-Méry 2, il y a encore quelques années, quelques mois. Et il y a encore pour au moins 5 commandes dans les chantiers de l'Atlantique pour 10 milliards de dollars. Donc c'est les chantiers de l'Atlantique, c'est pas quelque chose de terminé, une page qui s'est tournée. Alors le coréen s'appelle STX Shipbuilding, c'est le numéro 4 des constructions navales coréenne et il veut s'implanter en Europe et notamment en France. Pourquoi? Petit peu d'histoire d'abord. À la lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques étaient numéro 1 mondiaux de la construction navale. Et les Japonais ont produit des bateaux beaucoup moins chers qu'eux et les Japonais ont chassé carrément, ont sabordé la marine britannique. Les Japonais ont eu jusqu'à 60% du marché mondial de la construction navale. Et puis les Coréens sont arrivés et ils ont fait reflouer les Japonais très nettement parce que les Coréens étaient moins chers que les Japonais qui eux-mêmes avant étaient moins chers que les Britanniques et aujourd'hui les Coréens font 40% de la construction navale mondiale. Or, il se trouve qu'ils sont talonnés par d'autres qui arrivent, c'est les Chinois qui font 20% de la construction navale. Pourquoi? Parce que à leur tour, les Chinois sont moins chers que les Coréens. Et les Coréens se disent, mais pour se battre, il faut que je monte des bateaux qui soient beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus élaborés, qui aient beaucoup plus de technologie. Et ils regardent sur les beaux restes des chantiers navals
français. Parce qu'il y a du savoir-faire. Exactement, parce qu'il y a un savoir-faire que nous sommes repliés devant le moins cher japonais, puis le moins cher coréen et le moins cher chinois. On s'est replié sur des niches de très bonne technologie, notamment les grands bateaux de croisière. Vous parliez du Queen Mary 2, de grands bateaux de croisière que nous sommes pratiquement seuls à savoir faire. Et donc, les Coréens se sont dit, il faut qu'on accapare cette technologie, il faut qu'on en devienne maître, et ils veulent s'implanter sur les chantiers, même mettre la main sur les chantiers navals d'Atlantique. Et c'est à eux que les Français ont dit, plutôt que de faire la bagarre, essayons de passer un pacte. Et donc, ce pacte qui devrait peut-être déboucher sur cette reprise en main, en tout cas partielle, de l'État français sur ces chantiers de l'Atlantique, 9%, on le disait. Est-ce que c'est pas là une nouvelle illustration de ce que, à son époque, Dominique de Villepin appelait le patriotisme économique? C'est une illustration parfaite de ce que Villepin appelait le patriotisme économique, parce que, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français ont été fortement échaudés par l'affaire ArcelorMittal. Mittal a mis la main sur Arcelor, s'est montré tout gentil, etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui, à travers l'affaire de Gandrange, qu'en réalité, Mittal est le seul patron et que Gandrange, Arcelor, la sidérurgie française, européenne, n'est en fin de compte qu'une pièce d'un grand pulse mondialisé de Mittal. Et donc l'idée, c'est que les chantiers de l'Atlantique vont devenir ça. Et surtout il y a aussi du militaire là-dedans. Ils vont devenir ça parce que la construction navale, c'est une construction qui se fait sur une chaîne de sous-traitants. Il y en a au moins 800 dans la région de Saint-Nazaire qui travaillent pour les chantiers de l'Atlantique, donc c'est quelque chose d'absolument considérable. Et donc à terme, l'idée des Français, c'est que les Coréens ne feraient qu'intégrer les chantiers de l'Atlantique dans une chaîne de sous-traitance à l'échelle internationale dans leurs objectifs mondiaux. Et donc ils se disent, soit on se bagarre, on dit non aux Coréens, mais l'histoire de Mittal montre que ça ne sert à rien, soit on leur propose un pacte. Et les Coréens se disent, peut-être, parce qu'il faut maintenant mieux avoir leur point de vue, peut-être que c'est mieux, même si on fait de la bagarre et qu'on l'emporte, de faire quelque chose de plus économique et de pactiser avec les Français. En tout cas, à vous entendre, Jean-Louis, on comprend que ce dossier est extrêmement compliqué. Stratégique. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui? Alors, écoutez, pour l'instant, on est peut-être allé un peu vite en besogne en disant qu'on avait 9% des chantiers atlantiques. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ces chantiers sont propriétaires, donc, d'un Norvégien, et propriété aussi de Alstom qui a 25%. 75% appartiennent à un Norvégien, 25% appartiennent à Alstom. Il se trouve que ce Norvégien, l'actionnaire majoritaire de ce Norvégien, c'est ce fameux Sud-Coréen. L'idée des Français, c'est que les Sud-Coréens vont faire une pression énorme sur le Norvégien pour qu'il, passez-moi l'expression, pour qu'il crache ces 9%, pour que la situation devienne impossible et qu'ils finissent par cracher ces 9%. Et les Français auraient 25% d'Alstom plus ces 9% qui leur permettrait de faire le contrepoids aux Coréens. Ça, je pense que c'est une position d'attente parce que il ne peut pas y avoir deux capitaines sur un même bateau, mais pour l'instant, ça permet d'essayer de trouver un modus vivendi avec les ambitions coréennes. Merci beaucoup Jean-Louis, on suivra en tout cas avec beaucoup d'attention ce nouveau dossier de l'industrie française. Merci Jean-Louis, on vous retrouve bien entendu lundi. On va parler d'Europe maintenant, l'Europe qui vous le savez retient son souffle ce soir. C'est l'Irlande qui vote, elle vote pour ou contre ce fameux traité simplifié qu'a voulu Nicolas Sarkozy, le traité de Lisbonne. On aura les résultats demain midi. L'Europe qui retient son souffle, c'est notre prochain sujet de Bouge la France. L'Europe. Les Irlandais ont voté aujourd'hui par référendum sur le traité de Lisbonne. Pas de résultat avant demain soir, mais la tension monte, car si le non l'emporte, le débat sur l'Union européenne sera plus que jamais relancé. Daniel Sirera, chargé des questions européennes au Parti communiste, Fabien Cazenave, membre du Bureau national des jeunes européens, et par téléphone Jacques Miard, député UMP des Yvelines, nous apportent leur éclairage. Ça va faire du monde et surtout que Noël Lenoir, l'ancienne ministre chargée des Affaires européennes, va nous rejoindre, je l'espère, dans quelques instants sur ce plateau. Alors, messieurs, en attendant Madame Lenoir, merci en tout cas d'être avec nous. L'Europe, elle retient son souffle ce soir et il faut bien dire que les Irlandais nous font patienter également. Le scrutin vient à peine, je crois, de s'achever. Le dépouillement vient de commencer. On aura les résultats visiblement très tardivement. On parle de demain aux alentours de midi. Bref, les Irlandais
font durer le suspense. Est-ce que vous pouvez ce soir imaginer qu'un pays de 4 millions d'habitants, 3 millions de votants puisse bloquer un processus européen qui concerne 500 millions d'habitants? Dites-nous, M. Serrea. C'est la règle. C'est la règle. C'est la règle démocratique, c'est la règle acceptée, c'est la règle inscrite dans les traités. Et donc on peut pas avoir, je dirais, à partir du moment où on veut qu'on accepte de consulter les peuples, je crois qu'il faut aussi accepter leur choix, même s'il ne fait pas plaisir. Après on verra. Je crois ce qui est tout à fait, on retient d'autant plus le souffle que seuls les Irlandais ont eu le droit. Un référendum. Or, selon une certaine conception de la démocratie, on aurait pu penser que ce soit tous les peuples. Et pourquoi pas une même semaine, hein, tous les peuples consultés. Alors quand même, il y a un vrai problème démocratique quand même. On va y revenir bien entendu sur tous ces sujets, M. Cazenave. Même question, allez-y. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le représentant du Parti communiste, parce que effectivement, nous, au niveau des jeunes Européens en France, on déplore le fait que nous soyons dans un système où le 13 décembre 2007, on nous annonce le traité de Lisbonne, et aujourd'hui, alors qu'on est en juin, il y a seulement 18 pays qui ont ratifié le traité, un 19e qui va peut-être le faire ou peut-être pas, l'Angleterre qui va le ratifier le 18, et on va continuer comme ça jusqu'en décembre avec la République tchèque. Mais un processus illisible pour où est-ce qu'on est concrètement? On est dans un processus ubuesque où on fait voter les peuples par leurs représentants ou directement par référendum sur une année en entier, alors que les conditions ne sont pas forcément les mêmes, et où en plus on force les peuples à s'exprimer non pas en fonction du choix européen, mais en fonction de leurs intérêts nationaux. Et donc là, pour le coup, je rejoins tout à fait l'intervenant, Monsieur Serrea, qui dit justement qu'il faut qu'il y ait un référendum pan-européen, et ça c'est ce que nous on appelle au niveau des jeunes Européens France et même au niveau des jeunes Européens Europe, les jeunes Européens fédéralistes, parce qu'on pense que la situation française de 2005 et le référendum hollandais également ont bloqué toute l'Europe, et ça c'est pas normal quand vous avez deux pays par exemple comme en 2005 qui bloquent l'Europe en entier, et l'Irlande qui risque peut-être ou pas, on va voir, de bloquer. Mais même, ça va au-delà même de savoir si l'Irlande va voter oui ou va voter non. Imaginons. Donc vous souhaitez plus de démocratie, plus de simplicité, plus de limpidité dans l'explication dans l'Europe réelle aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'on a eu du mal on a beaucoup critiqué au niveau des jeunes Européens en France le traité de Lisbonne à son départ, parce que c'est une création intergouvernementale où il y a eu des discussions de couloir. Et puis au final, aujourd'hui, on a quand même dedans des intérêts, on a intérêt à voter parce que dedans il y a justement des choses qui vont nous permettre à plus de démocratie, puisque le Parlement européen notamment va avoir plus de pouvoir. Daniel Serrea, vous espérez revivre un 2005 demain vers midi? Oui, par rapport à la question de la consultation des peuples, je ne suis pas dans une approche fédéraliste, parce qu'il n'y a pas un peuple européen, et je pense que l'articulation union et existence des États membres, je crois, est la solution réaliste aujourd'hui. Par contre, qu'il y ait effectivement une consultation de l'ensemble des peuples, chacun dans le cadre du suffrage universel tel qu'il est conçu aujourd'hui, je crois que ça aurait été vraiment très bien, et je pense qu'en tous les cas, la question est pourquoi a-t-on refusé aux Français notamment, mais à d'autres peuples, je pense à des gens des pays nordiques, la consultation par référendum? Je crois que la question est toute simple, c'est parce qu'on craignait qu'ils disent non. Alors la règle démocratique, c'est qu'on consulte les peuples et ensuite on accepte le verdict. Après vous me dites sur le référendum irlandais lui-même. Écoutez, moi j'espère en une Europe, et je me bats beaucoup, j'espère en une Europe et en un traité auquel un jour je pourrais voter oui. Il pourrait ressembler à quoi ce traité? Écoutez, en tous les cas, il faut partir des réalités. Pourquoi un certain nombre de peuples ont voté non? Et de ce point de vue, l'idée que c'est le non français irlandais qui a été la cause de la crise, je crois, on inverse les facteurs. Le non français et néerlandais a été l'expression d'une crise qui est une crise de légitimité du projet européen dont je ne me réjouis pas.
mais dont je pense que le déni démocratique en France d'avoir refusé un référendum et cette espèce de crainte des peuples à l'état, disons, au niveau de l'ensemble de l'Union européenne ne contribue pas à combler le fossé. Je crois au contraire. Je pense qu'on reviendra sur la cause de cette crise, mais je pense que ce qui est une question tout à fait fondamentale et qui est posée aussi pour la présidence française de l'Union européenne, c'est l'absence de la dimension sociale. Je crois que c'est vraiment ça une des causes très profondes de la crise que traverse l'Europe, démocratique et sociale. Toujours est-il que les sondages ces jours derniers étaient vraiment au coude à coude, le non et le oui irlandais. Comment vous expliquez cette remontée ces derniers jours des partisans du non pour ce référendum irlandais? Il y a plein d'explications, mais juste je voudrais faire une petite aparté parce que quand même, M. Cereza a quand même dit il faut qu'on parle du sujet européen, mais il faut surtout qu'on s'exprime pas de manière européenne. Moi, je trouve ça un petit peu limite quand on parle de projet européen. Et c'est le fédéraliste qui parle là. Non, pas seulement le fédéraliste. C'est également simplement le pro-européen qui parle en moi, parce que là, pour le coup, je suis d'une génération euro. Ça fait depuis 2002 que je fonctionne avec l'euro, que je me balade en Italie, en Allemagne, avec l'euro. Pour moi, c'est quelque chose d'évident. Je rencontre, quand j'étais étudiant, j'ai rencontré plein d'étudiants Erasmus. Pour moi, c'est une réalité européenne, et pour moi le chypriote, le letton, le lituanien, pour faire référence à Monsieur Mélenchon, il a autant de droits que s'exprimer que moi sur le projet européen. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait une dimension européenne. Et attention, quand je dis ça, je dis pas que c'est gagné d'avance. Et là, le fédéraliste va vous dire attention. Il y a des messieurs comme Monsieur Cereza qui vont venir derrière nous donner un point de vue nationaliste, et ça, on n'y peut rien. L'Europe peut quand même souffrir beaucoup d'un certain angélisme. Et je crois qu'il faudrait quand même, attention, tenir compte à ce que sont les réalités des inquiétudes qui s'expriment en Europe. Elles se sont exprimées en France à travers le non-référendum, elles s'expriment dans d'autres pays sous d'autres formes. Et je crois, par exemple, la montée générale de lutte sur les salaires, pardonnez-moi d'employer ce mot, mais en tous les cas, des luttes sociales, et notamment des salaires, dans une dimension européenne, avec la manifestation de la Confédération européenne des syndicats Ljubljana le 5 avril, montre que se constitue effectivement une Europe dans sa dimension populaire, mais qu'elle ne passe pas aujourd'hui par les institutions telles qu'elles sont, ou par rapport aux politiques telles qu'elles sont mises en œuvre, mais par des luttes, et nous sommes tout à fait partie prenante de ces luttes, y compris dans leur dimension européenne. Alors messieurs, nous allons prendre au téléphone Jacques Millard, député UMP des Yvelines. Monsieur Millard, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Merci d'être avec nous. Quel est votre état d'esprit ce soir, à quelques heures maintenant du verdict irlandais en matière européenne? Écoutez, c'est très simple. Premièrement, il faut attendre ce que les Irlandais vont voter. Et moi, temps, Pardon? Ils prennent leur temps, les Irlandais, pour dépouiller. Ils prennent leur temps, ça les regarde, non? Laissez le peuple s'exprimer. Vous êtes bien pressés d'aller aux conclusions. C'est normal. La démocratie, vous savez, c'est du respect des procédures et c'est aussi du temps. Bien, ce qui est certain, c'est que moi, je suis intimement convaincu qu'ils votent non. Effectivement, certains vont crier au scandale et c'est la crise. Qu'ils votent oui, alors ça va être le hippie-pipoura des fédéralistes. Mais en réalité, ce traité ne répond pas, je dirais, à la réalité du monde et aux besoins européens. Nous avons besoin de coopération européenne. J'entendais notre ami Mélenchon dire effectivement d'Europe sociale. Il y a tout un champ, effectivement, pour améliorer le sort des travailleurs des uns et des autres. Et ça ne dépend même pas d'ailleurs de ce traité. On a une directive sur le travail temporaire, qui est un véritable scandale, où il y a des gens qui vont venir travailler en France en payant des cotisations au taux polonais. Et ensuite, on s'étonne que les gens râlent et les travailleurs en premier. Donc, il faut regarder la réalité en face et il faut effectivement remettre tout ça à plat. Moi, ma position, elle est simple. C'est que je suis intimement convaincu que ce traité qui nous fait une véritable usine à gaz dans la poursuite de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice, en réalité ne correspond plus à l'état du monde. On est en train de vouloir faire une Europe totalement intégriste sur le plan technocratique. On a chargé la barque à Bruxelles en transférant encore 54 nouvelles compétences et aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie nationale. 80% de nos droits provient de Bruxelles. Certains s'en félicitent, c'est une erreur tragique. Donc je suis intimement convaincu qu'on se trompe. La crise, elle est devant nous, quel que soit le vote des Irlandais, et je suis intimement convaincu qu'à terme, nous devrions en sortir. Moi, le plan B existe, contrairement aux imbéciles qui disent qu'il n'existe pas, parce qu'il y a toujours une alternative à ce qui est véritablement quelque chose qui nous échappe, qui est un véritable, une technocratie intégriste. Je ne crois pas, je vous le dis, d'une Europe puissance à 27
parce que, comme disaient certains, c'est une idée d'avenir dans l'esprit de Dieu qu'à l'éternité. Nous devons faire face. Nous avons besoin de coopérer en matière de défense avec les Allemands, les Anglais, les Espagnols et les Italiens, mais à mon avis, on n'y arrivera pas parce qu'ils sont complètement dans les mains des Américains et de l'OTAN. Nous avons besoin, bien sûr, de régler des problèmes comme les problèmes d'asile, les problèmes d'immigration, tout ça. Et je vais vous dire, pour résumer ma pensée, aujourd'hui, en réalité, la question européenne, au regard de la globalisation, c'est un enjeu régional et ce n'est plus un enjeu d'avenir pour nous. Nous avons le large, nous sommes une puissance mondiale, nous devons regarder partout, bien sûr pas se refermer sur nous-mêmes, et nous avons besoin de coopération, mais nous devons regarder sur le flanc sud. C'est là où se fait l'enjeu du monde, et aujourd'hui je regrette que l'Union méditerranéenne ait été mise dans un processus européen, c'est-à-dire que c'est fini, c'est l'échec. Merci Jacques Millard, on a bien compris votre pensée. Noël Lenoir vient de nous rejoindre. Que pensez-vous, madame, de l'argument de Jacques Millard lorsqu'il dit que le traité de Lisbonne, le traité simplifié, n'est plus adapté à notre temps d'aujourd'hui? Mais moi, je ne le pense pas du tout. D'ailleurs, ça n'étonnera pas Jacques Millard, dont je sais qu'il n'est pas pro-européen. Je suis pro-européen parce que je suis réaliste. Moi, je ne dirais pas que je ne suis pro-européenne. Simplement, je regarde les faits. Jusqu'à présent, l'Europe, ça marche. D'ailleurs, les Irlandais le savent encore mieux que quiconque, puisque d'une situation financière et sociale qui était quand même une des plus défavorisées de toute l'Europe, ils sont devenus en tête avec le Luxembourg, puisqu'ils ont un niveau de vie qui est bien supérieur aux Français. Et je regarde aussi ce qui s'est passé. Je regarde aussi ce qui s'est passé. Donc l'Europe, ça a marché. Et d'ailleurs, ce que craignent les Irlandais, en tous les cas pas tous les Irlandais, parce que je reste optimiste sur les résultats du référendum, ce que craignent les Irlandais, c'est précisément de ne plus être dans ce processus de croissance. Mais ça, c'est un problème auquel tous les Européens ensemble sont confrontés. C'est des changements considérables dans le monde et qui font que, évidemment, la croissance européenne doit être accentuée par de moyens nouveaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est impossible, compte tenu de l'élargissement de l'Europe, de ne pas, en prendre acte et de ne pas adapter le traité à la nouvelle donne, qui est quand même un fait du XXIe siècle et du XXe siècle, qui est un fait majeur, qui est la chute du mur de Berlin et la réunification du continent européen. Et ce traité est une réponse, elle n'est pas parfaite, mais est une réponse qui est relativement adaptée à ce nouveau défi. Daniel Sirera, en un mot. Franchement, si les Français ont voté non au traité constitutionnel et sans doute auraient rejeté le traité de Lisbonne, enfin, ne serait-ce que parce que c'est son frère jumeau, je crois que c'est aussi parce que ce n'est pas du tout parce qu'il y aura un président pour 2 ans et demi ou bien parce qu'il y aura un représentant ou parce qu'il y aura eu un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Je crois que la raison est beaucoup plus profonde. Et je dirais que si j'avais une raison de voter non en étant en Irlande, c'est qu'elle me pardonne, je suis sûr qu'elle comprendra le sens de mon intervention, c'est en écoutant Madame Lenoir. Parce que, quand même, écoutez, moi je vous dis, je rêve de pouvoir un jour voter oui à un traité, mais quand même, si le oui l'emporte demain, si c'est pour entendre les défenseurs de l'Europe qui ont toujours été pour l'Europe, y compris dans ces dimensions qui aujourd'hui provoquent la crise, notamment l'absence de politique sociale, nous raconter demain, bon mais vous voyez bien, tout le monde est d'accord, on continue. Alors je pense que la justification la plus profonde du non aujourd'hui de l'Irlande, c'est qu'il y a besoin d'un choc pour dire, écoutez, est-ce que vous entendez, oui ou non, ce que disent les peuples, leurs inquiétudes, leurs angoisses, ils attendent une Europe qui les protège dans la mondialisation. Écoutez ce que disent les pêcheurs par rapport au gazole eurocompatible, écoutez ce que disent les inquiétudes. Et quand il y a des luttes sur les salaires en Europe, nous entendons M. Trichet et la Commission de dire, surtout on n'augmente pas les salaires. Si vous voulez, moi je vais vous faire une réponse. Si on n'est pas capable d'entendre aujourd'hui cette inquiétude, ces colères, et qui peuvent mener à des dérives extrêmement graves, on n'est pas en train de parler. Le non au traité est un signal dont les élites européennes ont absolument besoin pour reprendre les pieds sur le terrain. Je voudrais vous faire une observation politique et puis une observation un peu plus concrète. L'observation politique, c'est que entre l'Europe des libertés et le communiste version Union soviétique, je préfère l'Europe des libertés. Vous, ça n'a pas été votre cas.
cela et vous n'avez jamais voté pour l'Europe. Franchement, ce genre Donc, à d'argument cet me égard, paraît assez peu adapté à la période dans laquelle vous êtes. Le Parti communiste est d'une constance parfaite. Je respecte vos positions, mais vous êtes d'une constance parfaite. Que vous continuez à être de l'anticommunisme de l'Union soviétique, je le vois. Mais en tous les cas, ça montre bien que vous n'avez pas pris la mesure de la chute du mur de Berlin, vous, en tous les cas. Vous avez toujours été anti-européen, vous le restez, et c'est très bien, je respecte votre position. Je respecte votre position. Non, madame, c'est critiquer les politiques. Si je peux m'exprimer, cher monsieur, dimanche parler du désamour des Français envers l'Europe. Alors, ça n'est pas critiquer les politiques qui sont menées aujourd'hui et dont le président de la Confédération européenne des syndicats dit qu'elles sont extrêmement préoccupantes, dire que ça c'est anti-européen. Alors, écoutez, ça veut dire que vous n'avez absolument pas changé de position depuis la chute du mur. À l'Europe ne me trouble pas. Un nom des Irlandais me troublerait comme le nom des Français m'a troublé, parce que c'est un peuple qui a toujours été ouvert à la démocratie. On va repasser la parole à Jacques Millard, si vous le voulez bien. C'est un peuple aussi qui a merveilleusement su utiliser. Attendez, Jacques Millard. C'est un peuple qui a merveilleusement su utiliser les bienfaits que lui a apporté l'Europe. Et je crois qu'il faut saluer à cet égard les gouvernements irlandais qui se sont succédés et qui ont su magnifiquement tirer parti à la fois des fonds structurels, des aides de la politique agricole commune, de l'euro et aussi de l'ouverture du marché. Puisque, comme vous le savez, c'est un haut lieu d'implantation des entreprises et d'investissements étrangers. Donc je salue les Irlandais. Que le peuple irlandais, comme le peuple français, comme tous les peuples de l'Europe, soient inquiets face à une situation économique mondiale qui interroge notre mode de croissance et l'avenir notamment de la protection sociale, ça je le comprends. Mais ça n'a rien à voir avec l'intégration européenne. Merci Noël Lenoir. Jacques Millard, votre réaction. On écoute Jacques Millard. Lenoir, je vais lui dire, je m'adresse à vous en tant qu'ayatollah européenne. Parce que franchement, vous entendre en disant c'est nous qui avons la vérité, vous avez tort. Arrêtez. Il existe effectivement d'autres manières que celle-ci de faire l'Europe. Nous n'avons effectivement pas de politique sociale, nous n'avons pas de politique industrielle, et nous sommes calés sur un modèle qui est un modèle mathématique du tout concurrence. Alors, il faut quand même pas pousser. Deuxièmement, c'est qui est-ce qui commande en Europe? C'est la technocratie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? On nous a ressorti à 98% quelque chose qui a été rejeté par le peuple, et on nous dit, moins que la ville de Paris. Vous permettez, madame, vous permettez, je vais quand même vous dire que vous avez une singulière conception de la démocratie, une singulière conception de ce que doit être effectivement une construction européenne à 27. Lorsque nous avons eu l'élargissement, Valéry Giscard d'Estaing m'a dit lui-même qu'à partir du moment où on passait à 27, il fallait faire effectivement quelque chose de différent. On a continué avec le même logiciel intégrationniste de Maastricht et tutti quanti. On arrive aujourd'hui à une Europe obèse qui veut tout remonter, tout régler, dans lequel le Parlement national est devenu un théâtre d'ombre. Et venez pas me dire qu'on a un principe de subsidiarité. Les parlements nationaux vont être totalement impliqués dans le mécanisme de décision communautaire. On a transféré toutes les compétences nationales, et notamment en matière économique à Bruxelles, où c'est un jeu, effectivement, de majorité tournante dans laquelle la Commission est en train de gérer tout cela. On est véritablement pieds et mains liés sur des choses que nous avons encore le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Alors, il faut quand même assez de cette espèce d'intégrisme européen. Aujourd'hui, je vous le dis, cette construction européenne est vouée à l'échec. Elle ne répond pas aux besoins du monde. Nous sommes dans une globalisation. La notion de géographie a été complètement transcendée. Je constate quand M. Renault veut se marier, il va chercher une geisha et il se marie avec Nissan au Japon. Il ne se marie pas uniquement sur le plan européen. Nous avons des intérêts qui ne sont pas tous identiques. Nous avons besoin de coopération européenne, mais de grâce, cessez d'être un véritable cabri de l'Europe parce que c'est insupportable. Cher Jacques Millard, vous pourriez vous dispenser à la fois d'être insultant et d'être agressif. Je l'entends depuis 25 ans. Il nous a menés à l'échec, effectivement, sur le traité constitutionnel. Commencez par regarder ce que vous avez fait. Fabien Cazenave, est-ce que l'Europe, ces derniers temps, a réussi à se rapprocher des citoyens? Jean-Claude Juncker a dit tout à fait récemment que les dirigeants européens parlaient un jargon incompréhensible pour les peuples. C'est Jean-Claude Juncker qui dit. Alors, moi, j'ai une petite pensée pour ceux qui vont passer le bac et qui vont devoir apprendre, qui vont devoir passer leur l'Europe. Oui, voilà, ils risquent de tomber sur l'Europe. Et c'est vrai que c'est pas facile à comprendre parce que moi, je suis au nom des jeunes Européens France, je m'occupe d'un site qui s'appelle torillon.org où on essaye de parler d'Europe de manière engagée. Et effectivement, c'est pas
pas du tout facile de parler, d'expliquer c'est quoi le Conseil de l'Union européenne, c'est quoi le Conseil de l'Europe, c'est quoi le Conseil européen, etc. C'est vraiment très compliqué. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a encore du chemin à faire, à parcourir Et justement, c'est pour ça que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas rester peut-être planté sur l'Europe c'est que bien ou l'Europe c'est pas bien. Il faut à un moment donné sortir de ce discours-là. Nous, ce dont on a envie, c'est que les peuples choisissent. S'ils ont envie d'une Europe plus sociale ou plus libérale, à la limite, c'est les peuples qui choisissent. Mais pour ça, il faut qu'il y ait les institutions qui leur permettent d'avoir un vrai pouvoir politique. Et ça, c'est au niveau du Parlement européen. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur un événement qui risque d'être majeur si le traité de Lisbonne arrivait à ratification. C'est que pour les prochaines élections européennes, si jamais les partis européens proposent un candidat au poste de la Commission, ils vont forcer la main aux chefs d'État et de gouvernement. Et donc là, on aura la constitution d'un véritable pôle, un gouvernement qui sera responsable devant un pôle démocratique qui est le peuple européen, qui représente les peuples dans l'Union européenne, parce que ça, il faut pas l'oublier. Et donc ça, si on a ça, ce sera une véritable révolution démocratique. Si jamais vous avez, pourquoi est-ce que les gens du non fonctionnent aussi bien aujourd'hui? C'est parce que aussi, on a un manque de courage européen, de courage politique au niveau de nos dirigeants. C'est pour ça que le discours du non passe aussi bien, parce que quand on a manifesté, nous les jeunes Européens en France, avec Sauvons l'Europe, avec l'UEF, devant les grilles du château de Versailles au moment du Congrès, et qu'on a entre guillemets affronté nos amis du non qui venaient nous dire que c'était pas bien, que c'était l'Europe libérale, etc. On en manque justement, et on convainquait les Français dessus. Quand est-ce que les Européens vont comprendre cette Europe-là? Mais moi, je pense qu'ils la comprennent. Je pense que l'Europe existe. L'Europe n'efface pas toutes les angoisses. Il y a des problèmes réels. Nous n'avons pas de ressources en matières premières. Les prix des matières premières flambent. Nous sommes dépendants de l'énergie. Nous n'avons pas de politique énergétique commune qui nous donne suffisamment de force pour négocier avec les producteurs d'énergie. Nous avons des problèmes sociaux du fait de la concurrence. On peut se réjouir qu'effectivement les pays émergents développent une certaine croissance et attirent des entreprises parce que ça contribue à leur développement, mais ça nous affaiblit. Je pense qu'il y a des problèmes réels qui sont les problèmes de la mondialisation. La question est de savoir, est-ce que ces problèmes de la mondialisation, on peut davantage contribuer à les résoudre ou à y faire face seul ou en étant unis. Je crois que c'est cela. À part ça, c'est vrai, l'Europe est un marché. Et moi, si évidemment on veut une autre solution, une autre formule qu'un marché ouvert, ça n'est pas l'Europe. Ça, je l'admets et je respecte cette position. Je ne suis pas pour, mais je respecte cette position. La position du Parti communiste, je le ferai moi-même. Donc je pense que je le ferai même peut-être avec un peu plus d'exactitude. De manière concise. Non, le choix n'est pas entre Europe et pas Europe. C'est un vieux débat, ça. C'est un débat qui est absolument dépassé. La question, c'est quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui en Europe. Et le problème, c'est pas de savoir si on va fermer le marché, si on va l'ouvrir, c'est de savoir si l'Europe, aujourd'hui, dans la mondialisation, a les capacités, a la volonté politique de s'attaquer à la crise financière, aujourd'hui. Est-ce que la Banque Centrale Européenne est le moyen aujourd'hui de contrer la crise financière? Et c'est une des raisons du non, d'ailleurs, pour l'Irlande, qu'aujourd'hui elle est frappée, elle est touchée, c'est une des premières touchées par la crise. Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe va contribuer à résoudre le problème de la crise alimentaire et agricole par une réforme de la PAC? Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, dans les négociations de l'OMC, va défendre les consommateurs, va défendre une certaine conception de l'agriculture? Est-ce que dans les négociations internationales concernant le climat, elle va le faire avec une politique énergétique qui ne sera pas celle des fusions-acquisitions qui emmènent à la privatisation de Gaz de France? Vous avez là des questions extrêmement concrètes. Par exemple, il y a une discussion aujourd'hui sur la durée du temps de travail. Eh bien, aujourd'hui, la durée de temps de travail, aujourd'hui, c'est 48 heures. La durée légale est à 48 heures. On est en train de discuter au niveau du Parlement européen, de la Commission, pour aller la possibilité d'aller jusqu'à 65 heures. Très franchement, vous pouvez être pour l'Europe et ne pas être d'accord avec ce genre de politique. Le fond, quand même, de la critique qui a été faite contre le traité et qui est aussi le fond de la critique qui est menée, y compris sur des bases sociales en Irlande, c'est ce mythe et ce dogme de l'ultra-concurrence. Ça, c'est absolument sûr. Je m'inscris en faux autour de l'idée. Bon, il faut savoir que ce traité, c'est une machine à outils qui permet de décider plus facilement à 27 qu'on ne le fait aujourd'hui, pour que les politiques ne s'enlisent pas. Après, le fond des politiques, c'est la responsabilité conjointe des élus du Parlement européen, des États réunis au Conseil et la Commission n'ayant pas de rôle de décision. Ça, vous le savez. À part cela, je m'inscris en faux contre l'idée qu'il n'y a pas d'Europe sociale. L'égalité homme-femme,
Ça a joué un rôle considérable. Madame Roudy, qui est une amie, m'a bien confirmé que les lois françaises qui ont été votées en 82 sont directement des lois de transposition des directives communautaires. Il y a les droits du travailleur, la directive Vilvoorde, la consultation, le comité d'entreprise européen, la protection des travailleurs contre les agents de nuisance au travail. Il y a quand même une véritable... La Cour européenne de justice... Sur la Suède. Sur les travailleurs détachés. Contre les travailleurs de Suède, n'est-ce pas? Allez sur le blog de M. Quatremer, vous avez une explication très bonne dessus d'ailleurs. Bon, en tout cas, donc je constate. Je pense que l'Europe... C'est le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que l'Europe, ça n'apporte pas des solutions, ça apporte des moyens de décider ensemble les bonnes solutions. Et nous sommes capables, nous les peuples européens, de décider ensemble ce qui est bien pour nous. Et c'est ça ce dont il s'agit, et les Irlandais le savent, parce qu'ils ne peuvent jusqu'à présent que se féliciter de ce que l'Europe leur a apporté. Ce n'est pas ce que vivent beaucoup d'Européens, et je souhaite que le résultat du référendum en Irlande soit mettre tous les responsables devant leurs responsabilités, qu'ils entendent ce que veulent dire les peuples. En tout cas, à vous entendre, on constate que l'Europe, même au niveau français, reste un sujet passionnant et passionnel, n'est-ce pas? Merci de nous avoir rendu visite et ayons un peu de patience jusqu'à demain. On aura les résultats quand vers midi, je crois. Oui, je pense demain matin. En fin de matinée. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Merci de votre visite. Tout de suite, on va parler histoire et petites histoires dans l'histoire. Quand Internet se met un peu au service de l'histoire, ça donne civismemoria.fr, un nouveau site Internet participatif consacré aux souvenirs de chacun sur fond d'événements historiques. Alimenter la petite histoire pour nourrir la grande, Camille Gatinet, rédactrice en chef de civismemoria.fr, et l'historien Gilles Morin nous rafraîchissent la mémoire. Ils sont assis, nos amis historiens modernes, puisqu'on va parler d'Internet ce soir. Vous l'avez vécu, racontez-le. C'est la devise d'un nouveau site Internet dont vous êtes l'un des piliers, l'une des animatrices. Le site s'appelle civismemoria.fr. Alors, de quoi s'agit-il? On y raconte ses petites histoires, son histoire, en s'intégrant dans la grande histoire, n'est-ce pas? Exactement. C'est un site qui est tout jeune puisqu'il a démarré en avril dernier. Et l'idée en est simple, c'est de constituer une bibliothèque du souvenir et de réunir en un seul site des témoignages de particuliers, vous, moi, votre grand-mère, sur des événements historiques qu'ils ont vécus ou auxquels ils ont participé. Et ce qui nous intéresse avant tout, c'est la subjectivité de ces récits. Forcément, bien sûr. Des récits subjectifs. Des récits complètement subjectifs, et c'est ça qui est intéressant. Je vais vous donner un exemple, celle d'un jeune homme en 1944 qui est prisonnier dans le camp de Voves en France et qui participe à la construction d'un tunnel pour s'évader avec 40 de ses camarades. Cette évasion va réussir. Un certain nombre d'autres prisonniers qui ne se sont pas évadés vont être déportés et pour certains ne jamais revenir. Et ce qui est passionnant dans ce témoignage, c'est bien évidemment, d'une part, la construction de ce tunnel qui, pour la petite histoire, a inspiré La Grande Évasion, le film qu'on connaît tous. Mais surtout, et c'est là qu'on retrouve tout l'intérêt de la subjectivité, c'est ce que nous dit ce jeune homme, enfin, ce monsieur maintenant, ce témoin, c'est que c'est la plus belle histoire, c'est le meilleur moment de sa vie, pour lui. Parce que, même si c'était très difficile, il était jeune, il savait pourquoi il se battait, et la solidarité avec ses camarades est extraordinaire, et c'est ça qui est étonnant et c'est ça qui nous intéresse. Comment dirais-je, c'est un site qui est extrêmement récent, c'est quelques semaines, vous le disiez. Est-ce que vous sentez cette volonté, cette envie des Français, de ceux en tout cas qui s'y connectent, de témoigner, de raconter leurs histoires? Est-ce qu'il y a un besoin des gens pour ça aujourd'hui? On a vraiment le sentiment qu'il y a un besoin parce que les réactions ont été très rapides et toutes très positives, avec de plus en plus de personnes qui se connectent sur le site pour raconter leurs souvenirs sur ces grands événements. Et de jour en jour, alors c'est tout récent, mais de jour en jour, cet intérêt s'accroît. Croît et embellit. Alors est-ce qu'il y a des périodes qui sont peut-être privilégiées? Vous parliez de la dernière guerre. Il y a peut-être d'autres périodes de l'histoire qui sont racontées par les témoins qui vont sur votre site. Oui, parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale est assez incontournable. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus, mais c'est aussi des témoignages très récents. Et à titre d'exemple, le témoignage le plus lu sur le site aujourd'hui, c'est celui du 11 septembre. Un jeune touriste français qui était dans le métro sous le World Trade Center au moment du 11 septembre et qui raconte, quand il sort du métro, ce qu'il ressent.
Alors j'ai vu qu'également il n'y a pas que les anonymes qui témoignent. Il y a quelques noms, Georges Kijman, l'avocat, Jean-Loup Chrétien, l'astronaute, qui aussi bien sûr ont des souvenirs. Il y a quelques noms, mais là encore c'est pas l'objectif du site. L'objectif c'est de faire parler tout à chacun pour qu'ils racontent leurs souvenirs. Monsieur Morin, vous êtes historien, j'allais dire, pardonnez-moi, un vrai historien. Vous enseignez à la Sorbonne, je crois. Comment vous regardez ce type d'expérience, ce type de site de témoignage historique? Écoutez, il est difficile de se faire une opinion dès maintenant. Il y a trop peu de documents encore. Les choses commencent. C'est intéressant en tant que tel. Ça peut nous amener des choses. Notamment, les historiens sont toujours à la recherche d'exemples concrets. Évidemment, l'histoire ne se résume pas à la sensibilité des gens et à leur témoignage. Donc pour nous, la question sera comme d'habitude. Éventuellement, ça peut être une source parmi d'autres. Ça peut être aussi des exemples, par exemple, pour les enseignants à utiliser, y compris, j'entendais parler dans l'émission précédente des sujets du bac. Effectivement, on pourrait très bien prendre quelques sujets du bac. J'ai trouvé 1 ou 2 documents qui seraient magnifiques pour l'occasion. La construction du mur de Berlin, et serait un assez beau document, par exemple, pour le niveau des brevets. Bon. Il faut voir, moi j'ai peur un peu à l'avenir que vous soyez submergés par votre succès, qu'on voit apparaître une série de documents plus discutables. Alors vous avez mis en place, j'ai cru comprendre, des protocoles pour essayer d'éviter on va en parler de ça, bien sûr. Qu'il y ait des abus. Ça me semble une bonne chose. Ça sera difficile quand même de faire le tri. C'est un peu le problème. Je crois que c'est plutôt un instrument effectivement, on va dire un peu ludique, et qui peut être utilisé également pas tant par les historiens professionnels, mais plutôt par des professeurs d'histoire, par des gens intéressés par l'histoire, Et après tout, ça peut être y compris un moyen de réviser, puisqu'on a une chronologie qui n'est pas nulle, qui demande d'être remplie encore largement. Alors Camille Gatinet, comment faites-vous pour filtrer, en tout cas pour vérifier la véracité des témoignages? Il y a quand même un problème de ce côté-là. Oui, c'est très important, et nous avons mis en place un contrôle strict. Et on ne s'est pas contenté, comme beaucoup de sites web 2.0 aujourd'hui, qui d'une manière devenue classique aujourd'hui, contrôlent par le biais des utilisateurs. Pour les témoignages, c'est un sujet très sensible, il ne fallait pas se contenter de cela. Il y a 3 niveaux de contrôle aujourd'hui. Un premier contrôle qui est fait par une demi-douzaine d'universitaires, de juristes qui contrôlent la légalité des témoignages. C'est-à-dire? Pour éviter les dérives, diffamation, révisionnisme, propos racistes, etc. Tout ce qu'on peut imaginer comme propos illicites. J'allais dire, ça c'est le filtre le plus simple peut-être à mettre en œuvre. Oui. Tout à fait. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est par la mise en place d'un réseau de modérateurs, d'un certain nombre de professeurs d'histoire notamment, qui sont passionnés par le site et qui ont une lecture de ces témoignages à 2 niveaux. Alors la première, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur manifeste dans ces témoignages, et d'avoir aussi une lecture bienveillante sur la courtoisie de ces témoignages, que ça reste c'est la mission d'un classique, j'allais dire, d'un modérateur d'un site comme le vôtre. Exactement. Et le troisième niveau, dont je parlais tout à l'heure, ce sont les utilisateurs, qui est un moyen de contrôle efficace, puisque je vous l'avoue qu'au moment du lancement du site, il y avait une erreur dans un des témoignages, et en quelques jours, il a été repéré par les internautes, et ça a été réglé. Alors, Monsieur Morin, ce type de filtre successif est suffisant d'après vous pour obtenir des témoignages à 100% fiables? Non, de toute façon, les témoignages ne sont jamais à 100% fiables. Ça, il faut être clair là-dessus. Le témoignage, surtout ce type de témoignage subjectif, ça peut faire en partie une des raisons de son intérêt, mais un témoignage en lui-même n'est qu'un témoignage, c'est-à-dire la vision d'une personne à un moment donné, dans des circonstances données, avec en plus le recul du passé qui fait réécrire l'histoire et sa propre expérience. Donc, il ne faut pas croire la véracité du témoignage parce qu'il a été vérifié, mais effectivement, on peut avoir des très bons témoignages qui s'inscrivent dans un cadre extrêmement intéressant. Je citais tout à l'heure en question là sur la construction du mur de Berlin, pour l'avoir lu récemment, relu des choses là-dessus, il me semble tout à fait cohérent. Il est intéressant en tant que point de vue du côté, on va dire, de l'Allemagne de l'Est. On peut en avoir d'autres, mais ça restera des témoignages, c'est-à-dire quelque chose qui, pour un historien, n'est
qu'un des éléments de ses connaissances et de... Pour vous, historien, voilà. Est-ce que c'est de la matière utilisable sur laquelle vous pouvez chercher, étudier, confronter? Pourquoi pas encore? Ce sont des témoignages courts qui sont un peu hachés parfois dans la reconstruction. On sent qu'il y a eu des coupes. Ouais. Bon, et les historiens aiment bien les longs témoignages. Mais effectivement, ça peut être utilisé. Je pense que ça peut plus être utilisé à la limite par les télévisions que par les historiens, oui. Soyons clairs, comme matière première ou matière secondaire plus exactement, pour des émissions, etc., etc. Pour les historiens, souvent, ce sont soit des gens connus. Alors, on verra peut-être, après tout, s'il y a un vrai succès. On l'a bien vu avec, par exemple, les lettres de Poilu, oui. Qui est un autre type d'exemple, mais on a aussi des textes ici. On a eu abondance de matières qui sont arrivées. On a fait sortir comme ça des placards. Et une matière formidable. On se souvient de ce livre. Une matière formidable qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est à voir. Pour l'instant, on est dans une période de construction. D'autant plus que, Camille, vous revendiquez la subjectivité, voire le côté émotionnel du témoignage. Complètement. On est dans la subjectivité. On n'est pas là pour refaire l'histoire. Il y a des gens comme monsieur qui le font très bien. On est dans la subjectivité et c'est l'intérêt de ces récits, ce que les gens ont ressenti, ce qui les a marqués, choqués, qui nous intéresse. Est-ce que, par exemple, vous orientez vos internautes potentiels, j'allais dire, à témoigner sur telle et telle période de l'histoire? Pour l'instant, il n'y a aucune orientation sur le site. Et l'objectif est que tous les domaines de l'histoire et toutes les périodes soient renseignés par ces témoignages à terme. Et bien entendu, il s'agit d'histoire contemporaine. Oui. Oui, tout à fait. Vous aurez du mal à avoir des témoignages antérieurs à 1920, pour faire simple. Ça sera difficile, effectivement. Et on le voit bien, aujourd'hui, les témoins seraient raréfiés même pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, effectivement, on risque de voir croître la guerre d'Algérie, 68, toute une série d'événements. Au contraire, une génération a envie de témoigner. Mais effectivement, on voit bien une différence là. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une recherche de subjectivité, je la comprends, et elle a son intérêt, mais son intérêt pour elle. Les historiens essayent de travailler à partir de ces matériaux et de beaucoup d'autres pour, au contraire, essayer de se dégager un peu de cette subjectivité. Mais après tout, pourquoi pas chacun, je vais pas dire son métier, mais on peut éventuellement avoir des choses complémentaires. Nous verrons. Je crois qu'il faut vous avez approuvé encore, mais après tout, l'idée est plutôt intéressante. La question se posera peut-être de si vraiment la chose marche et si vous avez toute une somme de témoignages intéressants, la question de l'archivage sera posée pour nous, parce qu'effectivement, s'il y a des choses intéressantes, par contre, il faudra les archiver. C'est votre intention de développer encore plus ce site, y compris, par exemple, dans le domaine de l'archivage, ou par exemple développer peut-être les contacts entre les témoins d'une même époque, d'un même événement? Alors il y a cette volonté de partage du souvenir, donc d'augmenter la communication entre les différents membres et les témoins sur le site. Et il y a surtout, et c'est le projet le plus ambitieux aujourd'hui, l'objectif d'ouvrir des sites équivalents de civismemoria.fr à l'étranger. Et d'ici la fin de l'année, 2 sites seront ouverts dans 2 pays différents. Avec le même principe pour recueillir les témoignages des habitants d'autres pays et à terme d'avoir un civis international où vont être réunis tous les témoignages de ces différents pays. Donc c'est très ambitieux, mais c'est passionnant. C'est une belle aventure. Allez, je vous rappelle le titre de votre site, civismemoria.fr, si vous avez bien des témoignages sur des événements de cette histoire contemporaine que vous vivez. Merci de votre visite. Allez, on va parler, on est jeudi, vous le savez, on va parler science maintenant. On va parler cosmos et on croyait tout savoir du cosmos. Eh bien, détrompez-vous, il y en a encore beaucoup à savoir. Galaxies, satellites, univers, matière noire, rayons gamma, particules invisibles, étoiles, télescopes. C'est la chronique scientifique de Dominique Leglu. Oui, Dominique qui s'installe. Ça y est, vous êtes installé, Dominique. Tout va bien. Dites-moi, Dominique, il y avait les télescopes spatiaux, il y avait divers engins d'observation. Bref, on croyait tout savoir sur le cosmos, l'univers. Et visiblement, il y a encore beaucoup à découvrir. Oui, vous inquiétez pas, il y a plein de mystères. Et malgré les télescopes, bon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des étoiles, on a vu des galaxies, on a vu des amas de galaxies. On a compris depuis un certain temps
que notre univers, d'une certaine façon, ne cessait de grandir. Voilà, c'est le Big Bang qui n'en finit pas. L'expansion de l'univers. Et puis, on a compris aussi que les étoiles, ça fonctionne, c'est des moteurs à fusion. Hein. Fusion nucléaire, des étoiles qu'on essaie de reproduire. Oui, on n'y arrive pas. Hein. Ouais. Enfin, on y arrive dans les bombes atomiques et ça explose, mais on ne sait pas vraiment bien contrôler. Vous savez qu'on est en train de construire, la communauté internationale est en train de construire dans le sud de la France, en province, voilà, ITER, qui fonctionnera peut-être dans une dizaine d'années. Bon, c'est compliqué. Bon, alors ça, c'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on a vu. Mais justement, il y a tout ce que l'on n'a pas vu. Et c'est peut-être le principal, finalement. Eh ben voilà, alors, justement, ce qu'on a vu, c'est de la matière visible, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Et on estime actuellement que cela représente simplement 5% de toute l'énergie de l'univers. Parce que, comme vous le savez, grâce à Einstein, matière égale énergie. En revanche, ce que on essaie de traquer en ce moment, c'est une espèce de fantôme, on va dire ça comme ça. C'est une sorte de trame invisible qui aiderait un peu le reste de la matière visible à tenir. Et là, il y en aurait 25%. Alors, ce qui serait colossal, bien entendu. Ben oui, ça fait déjà 5 fois plus que celle qu'on a vue. Mais où est-elle? Donc, on la subodore, on imagine qu'elle existe. On la subodore depuis un certain temps parce qu'on s'est aperçu, là je fais très simple, hein, que les galaxies, quand elles tournent, elles explosent pas sous la force centrifuge. Ça veut dire qu'il y a une espèce de colle. Et cette colle, qui impose sa gravité. Mais on ne la voit pas. Alors, la bonne nouvelle, hein, c'est un nouveau satellite. Voilà, et ça c'est l'actualité. Voilà. Comment il s'appelle GLAST. GLAST, c'est Gamma Ray Large Area Telescope. Ça veut dire un télescope qui est capable de capter des rayonnements très particuliers, très violents, qui sont les rayons gamma. Et alors, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il a finalement été lancé avec beaucoup de retard la nuit dernière, le jour dernier, depuis Cap Canaveral. 690 millions de dollars, c'est une belle bête. Un joli bijou. Il y a 6 labos français qui ont participé à la réalisation de ces instruments, dont le CNRS, le CEA, l'Université de Montpellier. C'est très top niveau, hein, high-tech. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va détecter tous ces rayonnements gamma qui eux-mêmes sont issus des événements les plus violents de l'univers. Ça veut dire quoi? C'est le genre de télescope spatial qui va observer des collisions de galaxies, des choses comme ça. Oui, ou des étoiles, soyons simples, des supernovas, des choses comme ça. Voilà, en supernova, c'est le mot. Ou bien, je vous ai parlé des trous noirs il y a quelque temps, quand un trou noir avale un astre. Ouais. Et alors? Ça, c'est les événements, comme vous dites, violents de l'univers. Oui, c'est très 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 violent. Ça provoque des bursts. Comme on dit, des bouffées, parlons français, de rayons gamma. Donc il n'observera pas que ça. Alors, c'est là que ça devient intéressant. C'est que cette matière noire dont je vous ai parlé, cette matière invisible, qui se trouve peut-être, par exemple, au cœur des galaxies, eh bien, il est possible qu'elle entre en collision au cœur de ces galaxies. Alors, il ne la verra pas directement, il ne verra pas ces particules directement, GLAST. Mais il pourrait voir les effets des collisions. Et les effets des collisions, rebelote, c'est des rayons gamma très violents. Alors on espère qu'il va les voir. Il serait particulier parce que, étant au cœur des galaxies, il y aurait tout le temps une émission un petit peu étrange, alors que les bursts dont je vous ai parlé, c'est des événements ponctuels. Donc il serait capable de faire la différence entre tous les gamma qui circulent dans le vaste univers. Alors je résiste pas à vous dire le nom de ce qu'il pourrait peut-être détecté de façon indirecte, c'est les mauviettes. Les mauviettes. Les mauviettes. Et ça vient en fait de la traduction de l'anglais WIMPs, c'est-à-dire Weakly Interactive Massive Particles, en français des particules massives qui interagissent très peu. C'est bien pour ça qu'on les voit pas. Donc on imagine volontiers l'ensemble de la communauté scientifique très attentive à ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec ce nouveau satellite. Vous savez, là, c'est toujours l'inconnu. On ne sait pas quand est-ce que ça va marcher. Mais je vous assure que si GLAST découvre une mauviette, je vous le dirai. Et en tout cas, vous viendrez le dire chez nous, dans Bouge la France, Dominique. Hein. Merci beaucoup de votre visite. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine, jeudi, pour une nouvelle chronique scientifique. Maintenant, c'est l'heure de notre entretien dans Bouge la France. On va parler des sujets qui fâchent et croyez-moi, ils sont nombreux. En tout cas, répertoriés dans ce livre.
tout de suite sur notre plateau le controversé Gilles William Goldnadel. Il est avocat et vient nous parler de son livre Conversation sur les sujets qui fâchent, qu'il a coécrit avec Alexandre Adler. Le conflit israélo-palestinien, les intellectuels français, le communautarisme, l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne y sont abordés. Gilles William Goldnadel est très colère. Il nous dit pourquoi. Bonsoir Gilles William Goldnadel. C'est quoi un sujet qui fâche? Pourquoi suis-je controversé? Ah ça j'en sais rien. Mais je sais pas, je viens d'entendre dire que j'étais controversé. En tout cas il y a de la controverse dans votre dernier certain, livre. Une controverse intelligente, une controverse, j'allais dire brillante, entre votre co-auteur, Alexandre Adler, et vous-même, sur ces sujets qui fâchent. Vous en répertoriez quand même un certain nombre. Un sujet qui fâche, c'est quoi? C'est un sujet sur lequel on ne peut pas aborder des questions, des réflexions sans être immédiatement taxé de je ne sais quoi, d'extrémisme. On pourrait peut-être considérer que c'est un sujet qui en lui-même agace. Pour être tout à fait franc, j'ai l'impression que c'est la réponse que l'on porte sur le sujet qui fâche vraiment. Sur un sujet, par exemple, comme l'immigration, si on dit les immigrés sont des gens formidables et qu'il faut accueillir les bras ouverts, on ne va pas fâcher grand monde dans les médias. Si on dit par contre que la France ne peut pas se permettre d'abriter tous les gens qui veulent s'y installer... Là, vous êtes catalogué. Je risque d'irriter. Alors, on a un petit peu l'impression, lorsqu'on lit votre ouvrage entre Adler et vous-même, Alexandre Adler, c'est un petit peu le gentil, le modéré, je dirais. Et vous, c'est un petit peu le pendant, c'est-à-dire la personne qui met le doigt là où ça fait mal, la personne qui irrite parfois dans ses réflexions. Écoutez, je pourrais avoir la coquetterie d'abonder dans votre sens. J'ai l'impression qu'entre Alexandre et moi, ça n'est pas aussi forcé que vous voulez bien le dire. On ne s'est pas étripé, je n'ai pas pris forcément la pente la plus inclinée, il n'a pas pris forcément celle la plus douce. Alors on va prendre quelques exemples. On parle beaucoup de politique étrangère, en tout cas de l'état du monde. On parle de l'Iran, on parle de la Turquie, on parle de l'islam souvent dans ce livre. Vous dites à un moment donné que la vision d'Alexandre Adler est désincarnée. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Écoutez, si je regarde par exemple... Sur ces grands sujets, géopolitiques. Mais je vais prendre un exemple. Si je regarde la position d'Alexandre Adler sur l'Iran, lorsqu'il nous parle, à juste titre d'ailleurs, de la merveilleuse civilisation iranienne et que finalement la bombe entre ces mains-là ne serait pas en de plus mauvaises mains que entre d'autres mains de gens tout aussi civilisés. Il a sans doute raison sur le long terme, mais c'est une vision effectivement un peu désincarnée parce que nous voyons sur 2 ans, si les Iraniens, si les mollahs ont la bombe dans 2 ans, ils pourront en faire un très mauvais usage. Et qu'importe si dans 10 ans, l'Iran est un pays merveilleux et en très bon accord avec les pays occidentaux. C'est un peu lorsqu'on parlait de l'Allemagne du temps de Hitler et qu'on vantait Goethe et Mozart. Oui, mais bon, c'était plutôt Goebbels et Himmler qu'il fallait regarder. On parle aussi de la Turquie et de l'éventuelle entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Vous êtes vraiment contre l'entrée de la Turquie dans l'Union. Comment vous appréciez aujourd'hui un petit peu cette valse hésitation autour de la possibilité d'un référendum français pour que le peuple français décide si oui ou non la Turquie doit rentrer dans l'Europe? Je souhaiterais effectivement que le peuple français soit consulté plutôt qu'on lui impose ça dans le cadre d'un vote un peu automatique. Je suis opposé, pas parce que je n'aime pas la Turquie et les Turcs, mais j'aime beaucoup de gens. Pour autant, je ne veux pas pour autant vivre avec eux en communauté. Donc, par principe, il semblerait qu'on n'ait pas le droit de dire non à l'autre, n'entre pas chez moi. Moi, ça ne me dérange pas de dire à quelqu'un, même très gentiment, je suis chez moi. Mais c'est pas plus dangereux finalement de fermer la porte à la Turquie plutôt que de l'ouvrir sur, j'allais dire, le monde et la pensée occidentale aussi? Écoutez, le deal, si j'ose dire, que vous proposez est déjà un peu particulier. Si la Turquie est potentiellement aussi dangereuse que de lui dire non fâcherait à ce point qu'elle pourrait justement se réfugier dans le terrorisme,
c'est qu'il faut faire attention. On a dit non à la Grande-Bretagne il y a une trentaine d'années sans qu'on hurle au charron. Alors, deux petites questions d'actualité, parce que ça traverse la pensée de votre livre et de votre co-auteur Alexandre Adler. L'union méditerranéenne défendue par Nicolas Sarkozy, là encore, ces derniers jours et dans les jours à venir, c'est une bonne idée? C'est une bonne idée sur le papier, mais je crois savoir que Monsieur Kadhafi, qui est méditerranéen, est contre parce qu'il y a Israël. Il m'étonnerait beaucoup, sans vouloir lui faire des procès d'intention, que Monsieur Assad, qu'on a cru devoir inviter à Paris, sera également pour. Je trouve, l'idée de Monsieur Sarkozy est bonne. Je la crois un peu irénique. Vous évoquiez la venue de Bachar el-Assad, le président syrien, dans la tribune officielle lors du défilé militaire du 14 juillet. Là encore, qu'est-ce que vous pensez de cette décision, confirmée ce soir d'ailleurs par François Fillon, le Premier ministre? Je la trouve regrettable. Je la trouve incongrue. Je rappelle que la Syrie est sur le banc des accusés, notamment pour l'assassinat de Monsieur Hariri. Et d'ailleurs, les patriotes libanais eux-mêmes ont dit tout le mal qu'il fallait penser de cette invitation. Je ne crois pas que l'on ait à gagner grand-chose en faisant les yeux doux au rejeton Assad, qui est minoritaire dans son propre pays. Et je crois qu'il faut au contraire un cordon sanitaire assez étanche autour de lui. Ça aurait pu être l'objet d'une conversation avec Alexandre Adler, un chapitre nouveau, supplémentaire de ce livre. Connaissant Adler comme je le connais, sans vouloir caricaturer sa pensée, il aurait pu nous expliquer que peut-être, effectivement, pour détacher la Syrie de l'Iran, peut-être que l'invitation d'Assad ne serait pas aussi grave que cela. Là encore, je n'y crois pas. Je crois que la Syrie et l'Iran ont de beaux jours devant eux en commun. Alors, vous parlez également de la France, vous parlez de l'identité nationale. Ça fait l'objet d'un long chapitre entre vous deux. Et bon, là, vous y allez pas de main morte. Vous expliquez tout simplement que le métissage, c'est pas un progrès pour l'humanité. Là, du coup, oui. Enfin, non. Je ne veux pas qu'on le présente comme un progrès. Je n'ai rien contre le métissage. C'est un peu ce qu'on entend quand même. Oui, justement, le vieux slogan que je considère comme tout à fait ringard de SOS Racisme des années 70 en disant « La France, c'est comme une mobilette, ça marche au mélange ». Je ne suis pas dans cette exaltation extatique du mélange, comme je ne suis pas non plus contre la proscription du mélange. Ça me laisse assez indifférent. Je ne lui trouve ni vertu ni indignité. Vous citez De Gaulle d'ailleurs pour appuyer vos thèses. Alors, est-ce que vous parlez également de l'immigration Là encore, vous êtes très critique là-dessus. Est-ce qu'au contraire d'Alexandre Adler, vous comptez sur l'État pour avoir une position raisonnable et pour pouvoir éventuellement correctement réguler les flux migratoires français? D'abord, Alexandre n'est pas opposé à ce que je dis vraiment sur ce point-là. Je suis en général pour le droit des peuples à avoir des frontières sûres et reconnues selon l'expression consacrée et pouvoir les défendre, que ce soit la France, que ce soit le Tibet, que ce soit Israël ou que ce soit l'État de Palestine à naître. Donc je ne vois pas pourquoi on reprocherait à la France ce que l'on accepte de bon gré auprès d'autres pays. Encore une fois, ça n'est pas une opposition bien entendu à l'immigration, c'est un fils d'immigré qui vous parle, mais là encore, je ne suis pas dans l'exaltation extatique. Alors, est-ce que vous considérez comme un intellectuel cette caste encore intouchable que vous dénoncez dans votre bouquin? Je crois que d'abord la France est un pays de caste, c'est vrai, mais c'est vrai que la caste la plus intouchable, c'est la caste des intellectuels. Je donne l'exemple justement d'Armand Gatti, cet homme de théâtre qui a publié une pétition dans laquelle il nous expliquait qu'il fallait absolument pas condamner Bertrand Cantat, l'assassin de Nadine Trintignant, sous prétexte que c'est un merveilleux artiste qui était dans toutes les
luttes, et beaucoup plus récemment, vous avez une pétition de soi-disant intellectuels ou de journalistes dans le Nouvel Observateur qui nous explique que Charles Enderlin n'aurait pas dû être condamné, n'aurait pas dû être débouté dans cette affaire qui l'opposait dans la fameuse histoire du petit Mohamed, sous prétexte que c'est un grand journaliste qu'on ne doit pas comparer aux gens justement qui lui portaient la contradiction, c'est-à-dire qu'il fallait à entendre ces intellectuels qui sont en principe pour l'égalité la plus complète, il ne faut pas mélanger la vulgaire piétaille avec des journalistes ou des intellectuels qui ont toujours forcément raison. Jim William Goldnadel a un poil à gratter avec Alexandre Adler dans ce livre que vraiment je vous recommande. Conversation sur des sujets qui fâchent, il y en a plein d'autres. On aurait pu parler du conflit israélo-arabe, du communautarisme, de l'antisémitisme rampant en France, etc. Lisez ce bouquin, c'est formidable. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse, vos kiosques et vos unes de demain. La Croix, Libération, Les Échos, La Tribune et Lyon Républicaine, c'est déjà demain avec la revue de presse de Marie-Laetitia Bourriez. Voilà, c'est l'heure de la revue de presse. Marie-Laetitia, il y aura, contrairement à ce matin, des journaux dans vos kiosques. Voilà, et on commence par La Croix qui consacre sa une au baccalauréat, quelques jours du début des épreuves. Les Français défendent leur bac. D'après un sondage TNS Sofres, 78% d'entre eux sont favorables au maintien du système actuel par filière. Le bac est pourtant critiqué de toutes parts. Il soulève de nombreuses questions sur sa forme, son utilité. Mais pour Dominique Quignot, si les Français y tiennent, c'est parce que c'est un cap, un rite, une consécration, une fin et un commencement réunis sur la même page. Libération met la culture à l'honneur avec un cri du cœur. Vive la culture. Le journal organise 3 jours de débat à Nanterre au Théâtre des Amandiers. On va en parler dans quelques instants. Voilà, on va en parler dans quelques instants. Alors, Libération détaille des thèmes clés, révolution numérique, marchandisation, réforme des politiques publiques. Le monde de la culture est en ébullition. Autre sujet passé au crible par le journal, celui des éoliennes. Pollution visuelle, bruit, coût. L'éolien est accusé de nombreux maux, mais il se défend et il gagne du terrain. Alors, pour votre information et pour celle de nos téléspectateurs, ça sera le sujet principal de Bouge la France dès lundi prochain. Voilà, et on passe à un tout autre sujet avec vos journaux économiques, les chantiers de l'Atlantique. Pour les Échos, c'est le retour surprise de l'État qui va prendre 9% du capital et détiendra ainsi la minorité de blocage face au coréen STX. L'Élysée et le gouvernement volent au secours de la construction navale française. Les chantiers également à la une de la Tribune qui rappelle que l'entreprise est tout juste sortie du rouge en 2007. Aujourd'hui, elle emploie 3000 personnes et 1000 sous-traitants. Enfin, on termine avec Lyon Républicaine qui consacre sa une à l'Euro 2008 avec son piètre match. Après son piètre match nul contre la Roumanie, les Bleus sont au pied du mur. L'équipe de France n'a pas le choix, elle doit l'emporter face aux Pays-Bas si elle veut conserver une chance de l'emporter. À la une également, l'Irlande qui tient le sort de l'Europe en suspens et le projet de loi prévoyant un permis de détention pour les chiens dangereux. Voilà, donc l'Irlande, on l'a dit, le résultat du référendum irlandais, c'est demain aux alentours de midi. Alors juste avant de se quitter, en ligne avec nous, Max Armanet. On parlait tout à l'heure de ce que nous prépare le journal Libération. C'est à Nanterre, c'est l'objet de notre dernier coup de fil dans Bouge la France. Bonsoir Max Armanet. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement de Libération. Libération va faire assez fort ce week-end. 3 jours de forum, de conférences, de rencontres, entre autres, avec ses lecteurs, n'est-ce pas? Absolument, 3 jours où on va débattre de la culture. On voit que la culture est à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que, en gros, il y avait une dynamique qui avait été conçue un petit peu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et maintenant, avec la mondialisation, la marchandisation, beaucoup de questions se posent et on va essayer d'y répondre en organisant un débat démocratique, pluraliste et effectivement en association avec nos lecteurs. Alors justement, c'est une manière de vous rapprocher de votre lectorat? Oui, bien sûr, c'est en même temps une tradition à Libération d'être proche de ses lecteurs, de leur donner la parole
Et c'est vrai que de leur permettre de rencontrer des grands noms qui représentent la culture. Et il y aura un certain nombre de grands noms, hein, presque plusieurs dizaines demain. Oui, tout à fait. On a une centaine d'intervenants qui vont se relayer sur 3 jours pour se saisir des débats autour de la télévision, du cinéma, du théâtre, des arts plastiques, des musées, de la culture dans tous ses états. Alors, on n'a même pas précisé où ça se passait. Ça se passe, je crois, au Théâtre des Amandiers. C'est à Nanterre, donc à proximité immédiate de Paris. Qui pourra accéder à ces multiples forums de libération? Alors, c'est gratuit. Il suffit de se présenter. Il y a donc une billetterie. Et donc, on choisit le débat donc au Théâtre des Amandiers de Nanterre, donc qui est un grand lieu culturel. Et on le fait en association avec ce théâtre qui a vu les plus grands noms, les plus grands réalisateurs défiler. Comment se porte le quotidien lui-même, Libération? Il sera en kiosque demain, contrairement à aujourd'hui. Comment se porte-t-il ce soir, aujourd'hui? Écoutez, il se porte bien. Donc la une demain sera l'annonce de cet événement culturel sans équivalent. Et puis on se pose des questions sur l'Irlande, puisque Libération est un journal qui est très intéressé par l'Europe. Et puis voilà tous les sujets sur lesquels on essaie de donner un regard un peu spécifique. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous pour nous présenter ces forums de la culture. Libération, c'est donc tout ce week-end aux Amandiers à Nanterre. C'est la fin de ce Bouge la France. Bonsoir Marie-Laetitia. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir à tous. Merci en tout cas à Philippe de Sonia. Bonsoir et merci à Céline Pelletier, Laurent Elkabach, Ariane Nicolas, Ariane Mancini qui nous a aidé à préparer l'ensemble de cette émission. Très bonne soirée à vous tous. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Europe et nous, une édition consacrée à l'Europe de la culture. Nous sommes sur l'un des balcons du Grand Palais, symbole de la vie culturelle française avec ses expositions monumentales. En France et dans les autres États membres, que fait aujourd'hui l'Union européenne pour soutenir la culture? C'est l'une des questions que nous allons nous poser. En Europe, près de 6 millions de personnes travaillent dans le domaine culturel. C'est un secteur pris en compte à la fois tardivement et timidement par l'Union européenne qui s'est d'abord construite sur une base économique. En 1973, le Conseil européen a reconnu la culture comme l'un des éléments fondamentaux de l'identité européenne, mais le budget culture de l'Union ne représente aujourd'hui que quelques centimes d'euros par an et par habitant. Ce sujet, nous allons l'évoquer avec vous. Jacques Toubon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, député européen sous la bannière de l'UMP. Le secteur culturel, vous vous en êtes occupé activement lorsque vous étiez ministre de la Culture de 1993 à 1995. Aujourd'hui, que fait l'Union européenne dans le domaine de la culture ? L'Union européenne peut faire ce que l'on appelle des actions d'appui pour les politiques nationales qui restent compétentes pour la culture. Et c'est comme ça que l'Union européenne, par exemple, a lancé cette année même l'année du dialogue interculturel en Europe. Mais par ailleurs, la politique culturelle, c'est aussi prendre en compte l'exception culturelle et la diversité culturelle dans les autres politiques. Par exemple, quand on fait le marché intérieur ou la concurrence, qui est le principe même de l'Union européenne, on prévoit des dispositions particulières pour les services ou les biens culturels. Alors, l'une des actions les plus connues de l'Union dans le domaine culturel, ce sont les capitales européennes de la culture. Chaque année, 2 villes se partagent le titre. Pour 2008, ça se passe à Stavanger, en Norvège, et à Liverpool, en Grande-Bretagne, une ville en pleine renaissance, notamment grâce au domaine culturel. Tout de suite, l'Europe et nous vous emmène dans la capitale de la pop, Cap, sur la bordure ouest de l'Union européenne. Là, il essaie de trouver le centre de la scène pour le conducteur de la grue. Ils sont italiens, espagnols, argentins. Depuis janvier, des artistes des 4 coins du monde se retrouvent à Liverpool.
Cette année, la ville est capitale européenne de la culture. Plus de 300 événements sont au programme. C'est vraiment une idée fabuleuse. Qu'il y ait comme ça, chaque année, une ville qui ait l'opportunité d'organiser tout un tas d'événements artistiques, de faire découvrir la ville d'une autre manière. Bien sûr, ce serait encore mieux si c'était plus souvent, s'il y avait plus de villes impliquées. Mais bon, c'est déjà bien. Depuis 1985, plus d'une vingtaine de villes ont accueilli l'événement. L'Union européenne fixe à l'avance l'ordre des pays qui choisissent eux-mêmes leur capitale. Bruxelles n'offre qu'une maigre enveloppe, 1,5 million d'euros. Dans le cas de Liverpool, c'est 1/100 du budget total. L'Europe décerne le titre de capitale de la culture. À la ville ensuite de préparer l'événement. C'est un projet colossal, c'est très difficile à mettre en place. Il n'y a pas de mode d'emploi, on n'arrive pas avec son petit livre Les capitales de la culture en 3 leçons. Il faut donc s'adapter à chaque ville et trouver le programme qui lui convient le mieux. Ça a été un travail vraiment difficile, mais aujourd'hui je crois que les habitants sont contents du résultat. Quand elle a été désignée en 2003, Liverpool était presque la première surprise. En Grande-Bretagne, 5 villes étaient en compétition et c'était loin d'être la favorite. Chômage, pauvreté. Derrière ces panneaux, Liverpool cache les stigmates de son déclin. La ville portuaire a vécu un âge d'or au XIXe siècle et subit de plein fouet la désindustrialisation. Liverpool était une ville qui n'avait plus confiance en elle. Dans les années 60-70, on comptait 800 000 habitants. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 450 000. Il fallait qu'on mette en place quelque chose qui fasse la différence. On a finalement décidé de miser sur le tourisme, les loisirs et le commerce. L'avenir de Liverpool passe par ces industries. Ce sont elles qui vont créer de nouvelles opportunités. Depuis la fin des années 90, 4 milliards d'euros ont été investis dans le centre-ville. Le taux de chômage a été divisé par 2, notamment grâce aux créations d'emplois dans le secteur culturel. La renaissance de Liverpool a commencé avant sa nomination par Bruxelles, mais la préparation de l'événement a été un tremplin. Et pour la ville, 2008 est un symbole. La capitale de la culture, ce n'est pas seulement un programme artistique, aussi bon soit-il. Et celui de Liverpool est sans doute en ce moment le meilleur de toute l'Europe. C'est aussi un titre, une reconnaissance du fait que Liverpool est bel et bien de retour, qu'elle a tourné la page de ses difficultés économiques passées. En remettant la culture sur le devant de la scène, Liverpool a changé son image auprès des citoyens. Depuis janvier, la ville compte 25% de visiteurs en plus, de quoi redonner du baume au cœur à ses habitants. Je me sens, disons, plus désiré. Comme vous, il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent découvrir notre ville. Maintenant, tous ces gens savent ce qu'est vraiment Liverpool. Vive Liverpool! Je crois vraiment que Liverpool a regagné confiance en elle-même. Les habitants ont retrouvé une certaine fierté. Liverpool a toujours été une ville créative et dynamique. Sa nomination comme capitale de la culture prouve que le reste du monde l'a reconnue. Depuis 5 ans qu'elle se prépare, Liverpool est aujourd'hui à la hauteur du rendez-vous. Ce soir, c'est le coup d'envoi de Streets Ahead, premier festival en plein air de la saison. Pour les Liverpooliens, le spectacle ne fait que commencer. Jacques Toubon, même pour un événement de l'ampleur d'une capitale européenne de la culture, l'Union européenne ne finance presque rien. La culture est la mal aimée de l'Union européenne ? Non, mais c'est clair que depuis l'origine, les États membres ont considéré qu'il y avait un certain nombre de domaines qui appartenaient plus particulièrement, je dirais, à leur souveraineté nationale ou à leur culture nationale. Il y a des États qui, par exemple, comme la Grande-Bretagne, n'ont pas beaucoup de politique culturelle publique. Donc ils disent à l'Union européenne, ne vous en occupez pas parce que nous, de toute façon, on s'en occupe pas. Et puis il y a des États comme par exemple la France ou l'Allemagne qui ont de très fortes interventions publiques en matière culturelle, pour le cinéma, pour le théâtre, pour la musique, pour la littérature, et qui disent, nous faisons beaucoup, inutile que l'Union européenne s'en occupe. Et pour ces 2 raisons, en quelque sorte, qui se conjuguent, en fait, l'action de l'Union européenne reste relativement superficielle pour le moment. Mais les acteurs culturels réclament aujourd'hui plus de politique culturelle. Quel est l'enjeu pour l'Union européenne de développer justement le secteur culturel ? C'est un enjeu philosophique. C'est qu'en réalité, les pays membres ont tous
et beaucoup d'entre eux, petits ou grands d'ailleurs, une grande culture, une grande histoire derrière eux. Et ils veulent d'abord défendre leur identité. Mais on sait aussi qu'il y a un patrimoine commun de l'Europe. Donc il faut à la fois mettre en œuvre des politiques qui soutiennent les identités nationales, c'est-à-dire la diversité culturelle, et en même temps des politiques qui, au plan général, donnent à la culture, au service culturel, un statut particulier, un statut spécial à l'intérieur des politiques européennes. Et quel est le plus important pour l'Europe? Est-ce que c'est de mettre en avant un patrimoine déjà existant ou est-ce que c'est de favoriser la création? Les deux. D'une part, la préservation et la mise en valeur du patrimoine, et de l'autre, l'aide aux créateurs, la possibilité pour les créateurs d'échapper en quelque sorte aux lois du marché, aux lois économiques, pour pouvoir créer leurs œuvres et les diffuser. C'est tout le travail qu'on fait avec le droit d'auteur, avec la propriété intellectuelle, qui permet de rémunérer les créateurs et les producteurs et de le faire indépendamment d'un certain nombre de conditions de marché. Le marché qui conduirait à une sorte d'uniformité, alors que ce que nous voulons, c'est la diversité. C'est-à-dire que si vous êtes grand, si vous êtes une grande star internationale, ou si vous êtes un artiste créateur débutant, vous avez la possibilité de créer votre œuvre et de la voir diffusée. Dans 10 ans, dans 20 ans, à quoi est-ce que devrait ressembler la politique européenne de la culture selon vous? Elle doit continuer d'abord à s'appuyer sur les identités nationales culturelles. Et d'ailleurs, c'est ce que veulent les pays, tous les nouveaux entrants par exemple. Il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas quitté le giron soviétique pour se retrouver uniformisés dans un giron européen, si vous voulez. C'est tout à fait clair. Ils veulent d'abord de la liberté et de la diversité. Donc je pense que ce sera d'abord ça. Et puis ensuite, je pense que nous mettrons en œuvre un certain nombre de programmes, et notamment de programmes à destination de l'extérieur. Alors ça, naturellement, ça passe par des décisions politiques, et c'est pour ça qu'un traité comme le traité de Lisbonne est tout à fait important, parce que à travers le changement des institutions dans le traité de Lisbonne, on pourra prendre des décisions plus facilement sur un certain nombre de sujets très difficiles et très délicats, comme la culture. Jacques Toubon, je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur ce que fait l'Union européenne dans le domaine culturel, rendez-vous sur le site de la Commission européenne. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'Europe et nous.